Un propriétaire déguisé achète sa propre moto dans sa propre concession et se fige en entendant 2 clients derrière lui. Charles Moreau se tenait devant le miroir de sa salle de bain, peinant à reconnaître l'homme qui le regardait. Disparu, sa barbe grisonnante soigneusement taillée, remplacée par une barbe de 3 jours. Sa coiffure habituellement impeccable était maintenant cachée par une simple casquette de baseball et ses costumes coûteux avaient été troqués contre un jean délavé et un blouson de cuir élimé. Le changement était essentiel. Après tout, personne ne croirait quelqu'un qui prétendait être un passionné de moto, mais qui avait l'air de sortir tout droit d'une salle de réunion. L'idée lui était venue 3 nuits auparavant, lors d'une autre insomnie passée à éplucher les rapports trimestriels. Chez Motos Moreau, sa fierté et l'œuvre de sa vie, les enquêtes de satisfaction client montraient des signes inquiétants. Rien de dramatique, juste de légères baisses que la plupart des propriétaires n'auraient peut-être même pas remarquées. Mais ce n'était pas un hasard si Charles avait bâti la plus grande concession de motos de la région Grand Ouest en étant toujours attentif aux détails. « Il est temps de voir comment vit l'autre côté », murmura-t-il en ajustant les lunettes sans correction qui complétaient tout son déguisement. L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. 20 ans plus tôt, il avait démarré son entreprise comme mécanicien, les mains tachées d'huile et un grand rêve en tête. Maintenant, il devait se déguiser pour se fondre parmi ceux qu'il avait été autrefois. L'air était vif ce matin-là lorsque Charles tourna dans le parking de la concession, non pas vers sa place réservée habituelle, mais vers la zone destinée aux clients. Son cœur battait plus fort que d'habitude, une pointe d'excitation le gagnant. Il avait revu sa couverture 1001 fois. Thomas Martin, un développeur de logiciels qui venait de liquider quelques actions, et voulait maintenant soulager sa crise de la quarantaine avec une moto puissante. Simple, crédible et juste assez proche de sa vraie personnalité pour maintenir les apparences. La porte vitrée bien connue de Motos Moreau s'ouvrit devant lui, mais tout semblait différent de ce point de vue. Le showroom brillait sous un éclairage stratégique, les motos impeccables s'alignaient, baignées par le soleil matinal. L'air embaumait le cuir fin et le métal poli, une ambiance que Charles avait spécifiquement demandée lors de la conception. Quelques clients matinaux déambulaient déjà parmi les motos, un mélange de convoitise et de réflexion sur leur visage. Bienvenue chez Motos Moreau. L'accueil venait de Julie, l'une des nouvelles recrues du service commercial. Charles avait examiné son dossier de candidature, mais ne l'avait pas encore rencontré personnellement. « Puis-je vous aider aujourd'hui? » Charles hésita délibérément, jouant le rôle du client incertain. « Pour l'instant, je ne fais que regarder, » répondit-il d'une voix un peu plus aiguë que d'habitude. « J'économise pour ça depuis longtemps, vous savez? »« Bien sûr, prenez votre temps, » sourit Julie. « Nous venons de recevoir la nouvelle Ducati Panigale V4R, une pièce magnifique si les sportives vous intéressent. » Son sourire semblait sincère. Ses connaissances étaient impressionnantes, et elle ne harcelait pas Charles, observant à une distance professionnelle. Pendant l'heure qui suivit, Charles se plongea dans l'expérience client. Il posa des questions détaillées sur différents modèles, tout en observant les réactions des vendeurs. Certains, comme Julie, montraient un enthousiasme et une expertise authentique. D'autres semblaient plutôt pressés de conclure une vente rapide. Charles évalua mentalement les 2 approches, planifiant déjà comment il affinerait la formation de ses employés. Le véritable test arriva lorsqu'il commença à s'intéresser à une BMW S1000R en édition limitée, l'un de leurs modèles les plus chers. « Je peux m'asseoir dessus? » demanda-t-il en sortant un portefeuille légèrement usé. Le directeur des ventes, Denis, apparut pratiquement de nulle part. « Naturellement, monsieur. Je vais chercher la clé pour enlever la chaîne de sécurité. » Charles remarqua le regard de Denis qui détaillait son blouson élimé, et une légère moue de désapprobation traversa son visage. Intéressant. Dès qu'il enfourcha la moto, il reconnut les solutions ergonomiques familières puisqu'il avait lui-même participé à leur développement, et il entama la phase obligatoire de négociation. Il observait Denis déployer différentes techniques de persuasion, tantôt par une subtile pression psychologique, tantôt avec des arguments plus francs. « Écoutez, » se pencha-t-il plus près, comme pour partager un grand secret. « Je ne devrais pas vraiment dire ça, mais je pourrais peut-être faire un effort sur le prix. Le patron est un vrai requin avec les chiffres.
Charles réprima un sourire à cet instant. « Mais il y a une petite marge de manœuvre. Quel est votre budget? » La conversation se poursuivit, et Charles trouva le talent de persuasion de Denis réellement impressionnant, même si certaines de ses méthodes dépassaient les directives officielles de la concession. Il s'apprêtait à le pousser un peu plus dans ses retranchements pour voir comment il gérait les clients obstinés, quand un fragment de conversation derrière lui le glaça soudain d'effroi. Deux autres clients s'étaient approchés, chuchotant quelque chose d'à peine audible. Normalement, leurs mots se seraient perdus dans le brouhaha du showroom, mais Charles, en état d'alerte constant à cause de sa couverture, les entendit parfaitement. « J'ai entendu dire que tu peux avoir n'importe quoi à moitié prix, si tu connais la bonne personne. » « Bien sûr, mais dans ce cas, pas de paperasse, aucune trace dans les livres. » Les doigts de Charles se crispèrent sur le guidon de la BMW, ses phalanges blanchissant sous ses ongles. 20 ans de travail pour mener des affaires honnêtes et traiter chaque client correctement, et voilà qu'on montait une petite affaire louche sous son propre nez. Il tenta de rester calme, faisant semblant d'ajuster son rétroviseur tout en tendant l'oreille. Denis parlait encore des options de financement, mais Charles n'enregistrait presque rien. Ses pensées s'emballaient. Il songeait aux conséquences, revoyait les petites incohérences d'inventaire qu'il avait auparavant attribuées à des erreurs système. « Je dois y réfléchir », entendit-il sa propre voix, étonnamment calme. « Je peux encore regarder un peu? Vous savez, ce n'est pas un petit investissement. »« Naturellement, monsieur, prenez votre temps, » répondit Denis en lui tendant une carte de visite. « Je serai là toute la journée si vous avez des questions, » dit-il. Ce à quoi Charles hocha la tête avant de descendre lentement de la moto. Ses jambes lui semblaient de plomb, alors qu'il s'éloignait, prenant soin de ne pas regarder directement les deux hommes dont la conversation venait de bouleverser son univers. Le profil, il voyait tout, leur posture excessivement décontractée, leur nonchalance feinte, et la façon dont ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Le showroom avait soudainement changé. Derrière les surfaces brillantes, des recoins sombres semblaient s'être ouverts, qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Quelqu'un, dans sa propre concession, trahissait ce qu'il avait construit, et il était déterminé à découvrir qui. Le cœur de Charles battait la chamade alors qu'il déambulait, apparemment sans but, entre les rangées de motos, s'efforçant de maintenir son allure de client décontracté. Les deux hommes suspects s'étaient entre-temps dirigés vers les modèles anciens, leur reflet miroitant sur le réservoir chromé d'une Harley-Davidson restaurée. L'un portait un gilet de cuir sur un simple t-shirt blanc, des tatouages délavés ornant ses bras. L'autre paraissait plus jeune, vêtu de manière ostensiblement chère John de marque, basket en édition limitée et une montre qui devait coûter plus cher que leur moto d'entrée de gamme. « Sérieusement, c'est quoi ces prix? » dit à voix haute l'homme à la montre chère, avant d'ajouter à voix basse. « Heureusement qu'on s'y connaît mieux, hein? » Charles, pendant ce temps, feignait d'examiner une Triumph Bonneville, tout en tendant l'oreille discrètement. Des années d'expérience lui avaient appris à flairer les problèmes, et ces deux-là déclenchaient toutes les sonnettes d'alarme possibles. L'homme au gilet de cuir hocha la tête, puis sortit son téléphone. « J'ai le contact ici. Un type nommé Richie aide les gens à se procurer des motos depuis des mois. Personne ne s'est encore plaint de lui. » En entendant ce nom, Charles eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Richard Martin, son chef d'entrepôt, qui travaillait pour lui depuis 3 ans, celui-là même qui avait récemment suggéré le tout nouveau système de suivi des stocks et qui se portait régulièrement volontaire pour les inventaires nocturnes. « Comment ça marche tout ça? » demanda l'homme à la montre chère, en feuilletant un catalogue d'un air ostensiblement ennuyé. « Simple. Tu choisis celle qui te plaît, Richie l'enregistre dans le système comme endommagé. La moto disparaît pendant le transport vers l'atelier, fit l'homme au gilet de cuir en mimant des guillemets avec ses doigts, puis elle réapparaît où tu le demandes. Moitié prix, uniquement en espèces. » Les doigts de Charles se crispèrent, non. Sur le guidon de la Bonneville, les rapports sur les motos manquantes, l'augmentation du nombre d'unités endommagées et les anomalies constatées dans les carnets de transport s'assemblèrent dans son esprit comme un éclair. « Trop beau pour être vrai », nota l'homme à la montre chère, toujours aussi calme en apparence. « Qu'est-ce qui empêche le propriétaire de s'en rendre compte ?» demanda l'homme à la montre chère,
ce à quoi l'homme au gilet de cuir éclata de rire. « Morrow? Ce type est tellement occupé avec ses millions qu'il ne remarque même pas ce qui se passe sous son nez. Et puis, Richie s'occupe de tout sur l'ordinateur, il remplace juste les numéros de série par ceux de motos irréparables. Comme ça, sur le papier, tout colle. » Cette arrogance désinvolte frappa Charles plus durement qu'il ne s'y attendait. Était-ce vraiment ainsi que ses propres employés le voyaient un patron qui regardait de trop haut pour voir qu'on le volait sous ses yeux? « Quand peut-on le rencontrer? » baissa de nouveau la voix l'homme à la montre chère. « Ce soir, à 23 heures, derrière la section atelier. Apporte du liquide, 40 000, et cette Ducati que tu reluquais peut être à toi pour la moitié du prix, sans papier ni question. » L'image de la Ducati Panigale Vauquatrère arrivée la semaine dernière, listée à environ 79 000 €, traversa instantanément l'esprit de Charles. Les chiffres le frappèrent avec une froide lucidité. Ce n'était pas seulement la valeur des motos volées, mais aussi les fraudes à l'assurance, les implications juridiques et la destruction de sa réputation qui le menaçaient si tout cela éclatait. « Puis-je vous aider? » fit une voix joyeuse derrière lui qui le fit presque sursauter. Julie se tenait là, alors qu'il écoutait la conversation des deux autres. « J'admire juste les lignes classiques », réussit à articuler Charles avec un sourire. « Vous savez, les vieilles motos ont une telle histoire, n'est-ce pas? »« Absolument », rit Julie, avant de se lancer dans une description détaillée de l'histoire de la bonne ville, donnant ainsi à Charles un bon prétexte pour rester à proximité. Les deux hommes, pendant ce temps, se dirigeaient vers la sortie, mais pas avant d'avoir demandé ostensiblement la carte de visite de Denis. « On reviendra sûrement pour quelques essais », crièrent-ils fort. « Faut encore regarder ailleurs, vous savez ?» Charles les regarda disparaître sur le trottoir à travers la porte vitrée étincelante. Son propre reflet flottait étrangement à côté d'une moto. La fierté qu'il avait ressentie le matin même en entrant dans sa propre concession s'était transformée en une sombre menace. Le refuge qu'il avait construit pendant 20 ans était devenu le théâtre d'activités criminelles, où son propre travail était utilisé pour de l'argent facile. À ce moment, un autre client entra, et Julie s'approcha pour l'accueillir, mais Charles ne le remarqua presque pas. En pensée, il planifiait déjà ses prochains mouvements. Il avait besoin de preuves, de données juridiquement irréfutables, mais il jugeait encore plus important de comprendre toute l'étendue du réseau. Combien de motos avaient pu disparaître? Combien d'employés étaient impliqués? Et Richie était-il le principal organisateur ou juste un pion entre les mains de quelqu'un d'autre? La musique d'ambiance qui flottait dans le showroom résonnait maintenant à ses oreilles comme une moquerie, son rythme joyeux formant un contraste effrayant avec la prise de conscience viscérale. Il s'attendait à quelques problèmes de service client et se retrouvait à la place sur la piste d'une conspiration qui mettait en péril tout ce qu'il avait construit. Charles jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 2h30 passées, il lui restait environ 8h30 avant le rendez-vous derrière la section atelier. Il s'apprêtait à appeler la police, mais quelque chose lui disait de ne pas se précipiter. Il pourrait peut-être découvrir encore plus de choses. S'il se précipitait, il risquait de manquer des détails importants. Il se dirigea donc vers la sortie, continuant de jouer le rôle du client, hésitant. « Merci pour tout », fit-il un signe de la main à Julie. « Je vais y réfléchir cette nuit. » Alors que la porte se refermait derrière lui, la prise de conscience s'abattit sur ses épaules comme un lourd fardeau. L'éclat aveuglant des motos alignées en vitrine ne révélait rien de l'obscurité qui se cachait en coulisses. Ce soir, il découvrirait tout, pensa-t-il, où que mène l'enquête, mais il devait d'abord se préparer. 2 rues plus loin, dans un petit café chaleureux, il installa son quartier général temporaire. Il s'assit dans un coin avec un ordinateur portable et se connecta à distance au système de la concession, celui dont Richie lui avait justement conseillé l'accès à distance plus tôt. Quelle ironie! « Désirez-vous autre chose? » demanda la serveuse, voyant que son expresso refroidissait, intact. « Non, merci », marmonna Charles, sans quitter l'écran des yeux. Les données d'inventaire du dernier semestre s'affichaient devant lui, chaque entrée constituant une preuve potentielle des sombres agissements de Richie. À première vue, tout semblait en ordre, mais Charles devait justement son succès
au fait qu'il ne s'arrêtait jamais aux apparences. Il commença à comparer les numéros de châssis des motos déclarés endommagés avec les bons de livraison originaux et bientôt, un schéma discret mais indubitable se dessina. Chaque mardi et jeudi, presque comme sur des roulettes, un modèle haut de gamme disparaissait. Les fiches d'atelier, quant à elles, étaient trop parfaites. Les mêmes motifs, les mêmes codes de diagnostic, les mêmes coûts de réparation. « Bien joué, Richie !» marmonna Charles en buvant une gorgée de son café désormais glacé. Mais pas assez malin. Une nouvelle fenêtre apparut sur l'écran de Charles Moreau, le système de gestion des plannings. Il était évident que Richie avait progressivement modifié les affectations à l'entrepôt sur plusieurs mois, programmant toujours ses propres quarts de nuit de manière à ce que personne ne soit à proximité. Les changements étaient si graduels et concernaient tant de services que personne ne les avait remarqués. Pendant ce temps, le téléphone de Charles vibra. Un message de son chef de la sécurité, Michel, qui s'étonnait de son absence ce jour-là. Charles se demanda un instant s'il devait le mettre dans la confidence. Après tout, Michel était fidèle à l'entreprise depuis 15 ans. Sa loyauté ne faisait aucun doute. Mais il aurait pensé la même chose de Richie quelques heures plus tôt. Il répondit donc « Désolé, un peu malade, je reste à la maison aujourd'hui » et ravala son propre mensonge avec un goût amer. Il consulta le dossier personnel de Richie et bien que tous ses papiers aient paru impeccables, quelque chose le tracassait. Le premier endroit où Richie avait travaillé auparavant avait fait faillite peu de temps après son départ. Chez le second, un mystérieux incendie avait ravagé l'entrepôt. Et le troisième avait définitivement fermé suite à une enquête d'assurance. Aucune de ces affaires n'avait été officiellement liée à lui, mais la répétition était incontestable. « Tu as déjà fait ça », murmura Charles en parcourant les informations qui se révélaient. Et lentement, l'image se forma dans son esprit. Richie n'était pas simplement un employé malhonnête, mais un voleur professionnel qui mettait en place un système de vol sophistiqué, puis disparaissait juste à temps avant que quiconque ne s'en aperçoive. Un mouvement à l'extérieur, derrière la vitre du café, détourna son attention. Julie, la jeune vendeuse, passait, se dirigeant visiblement chez elle. Elle s'arrêta pour vérifier son téléphone et il y avait quelque chose de tendu dans sa façon de regarder nerveusement par-dessus son épaule, comme si elle craignait quelque chose. Charles consulta immédiatement les registres de paye et son sang se glaça quand il vit que Julie avait été embauchée précisément au moment où Richie avait demandé un poste de vendeur supplémentaire. La liste de ses anciens employeurs ressemblait étrangement à l'historique de Richie, à quelques mois d'intervalle seulement. Il apparut ainsi qu'elle pouvait en réalité faire partie de l'opération, représentant manifestement l'équipe auprès des clients, tandis que Richie gérait les tâches administratives et d'entreposage en arrière-plan. Cette trahison blessa Charles plus qu'il ne l'aurait cru. Le jour même, il avait admiré l'expertise de Julie et sa manière de traiter les clients, et maintenant il devait se rendre à l'évidence que tout cela n'avait peut-être été qu'une comédie. Combien d'autres personnes étaient encore impliquées? Il ne lui restait que quelques heures pour découvrir qui se cachait derrière Julie et Richie dans cette organisation criminelle, avant de se lancer dans cette rencontre qui pourrait facilement être un piège. Bien que chaque fibre de son être lui criât d'alerter immédiatement la police, son intuition lui suggérait d'attendre encore, au cas où il pourrait démasquer l'ensemble du réseau. La nuit était déjà tombée lorsque Charles gara une voiture de location banale à 3 rues de la concession. Au loin, on distinguait l'enseigne au néon bleu, qui brillait autrefois comme un symbole de succès, mais qui ressemblait maintenant plutôt à un point de rencontre pour criminels. Avant de sortir, il vérifia une dernière fois son équipement. Son téléphone complètement chargé, une petite caméra vidéo prête à l'emploi, et le dictaphone dissimulé dans sa poche enregistrait en continu. « Exactement comme au bon vieux temps », se murmura-t-il, se souvenant des nuits passées à réparer des motos dans son garage, bien que cette fois, il ne s'agissait pas de réparer des machines, mais la confiance placée dans son entreprise. L'horloge indiquait 22h15 dans la cour de service, seule la faible lueur des lampes de sécurité projetait des ombres sur le béton. De sa position, Charles voyait clairement le parking des employés, où seule la Honda noire de Richie était garée.
La porte latérale de l'entrepôt s'ouvrit, laissant filtrer une lumière jaune sur l'asphalte gris, et Richie en sortit, téléphonant nerveusement. Charles zooma avec sa caméra, et même à cette distance, il était évident que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le voleur sûr de lui qui avait mené les vols avec succès pendant des mois qui se tenait là, mais un homme tendu et pressé. Quelques minutes plus tard, Julie apparut également, son comportement joyeux et serviable ayant complètement disparu. Elle était vêtue de noir, son expression dure et déterminée. Visiblement, ils se disputaient, mais sans le son, impossible de savoir de quoi. Bientôt, à 22h45, une camionnette blanche arriva tous feux éteints et manœuvra jusqu'au quai de chargement. Le chauffeur resta dans le véhicule, tandis que deux autres individus sortaient de l'entrepôt, une moto recouverte d'une bâche, dont la silhouette permit à Charles de reconnaître immédiatement la nouvelle Ducati Panigale V4R. Il enregistrait chaque instant avec sa caméra. Les visages, les plaques d'immatriculation, les heures. Pourtant, quelque chose était inhabituel. La nervosité de Richie, l'apparition soudaine de ces hommes, la précipitation, ce n'était pas la méthode lente et précise qu'ils avaient suivie jusqu'alors. Ils semblaient craindre quelque chose, et quand les criminels ont peur, ils commettent souvent des erreurs. À 23 heures, le SUV noir arriva, pile à l'heure convenue, et Charles reconnut immédiatement le client précédent, l'homme à la montre chère. Il sortit maintenant en compagnie de deux autres individus, visiblement professionnels, au mouvement militaire, qui inspectaient les environs exactement comme des criminels entraînés. « Il ne s'agit pas du vol d'une seule moto », réalisa Charles. « Ils emballent toutes leurs affaires ce soir, prêts à fuir. » Ses soupçons se confirmèrent lorsqu'une puis une autre camionnette arrivèrent et qu'au quai de chargement, on commença à sortir les motos de luxe les unes après les autres. Le doigt de Charles se dirigeait déjà vers le numéro d'appel rapide qui l'aurait directement mis en relation avec la police ou l'inspecteur déjà informé, mais quelque chose le retint encore. Son instinct commercial, aiguisé au fil des ans, lui soufflait qu'il manquait une pièce importante au puzzle. Puis, à 23h15, une voiture familière apparut. Le SUV gris de Michel. Son chef de la sécurité descendit et se dirigea directement vers Richie, lui tapant amicalement dans la main, comme s'il collaborait depuis longtemps. Voilà pourquoi le système de sécurité n'a pas repéré les anomalies, pensa Charles avec amertume. Michel avait accès au système de caméra, Richie connaissait les stocks de l'entrepôt et Julie évaluait les clients. Un trio parfaitement huilé. « Mais pourquoi viennent-ils tout précisément ce soir ?» se demanda Charles. Et c'est alors qu'apparut Denis, le directeur des ventes de la concession, une pile de papiers à la main. Même de si loin, il reconnut les documents. C'étaient les contrats du système numérique de suivi des stocks qu'il prévoyait de signer le lendemain matin. S'ils étaient entrés en vigueur, c'en était fini de toute l'organisation criminelle, car avec un contrôle aussi sophistiqué, il était impossible de continuer les vols. C'était maintenant clair. Ils ne volaient pas seulement quelques motos, mais emportaient tout ce qu'ils pouvaient avant de disparaître définitivement. Charles levait déjà son téléphone pour appeler la police quand soudain, de puissants projecteurs balayèrent dans le parking. « Police !» retentit une voix dans un haut-parleur. « Personne ne bouge !» La confusion éclata immédiatement dans la cour de service. Les camionnettes démarrèrent, des gens fuyaient dans toutes les directions, et au milieu du chaos, Charles vit Richie courir vers la clôture arrière, un sac à la main. Instinctivement, il démarra la voiture de location et coupa la route aux malfrats au niveau du portail. La stupeur sur le visage de Richie lorsqu'il vit Charles sortir du volant compensa presque toutes les difficultés endurées. « Où allez-vous comme ça ?» demanda Charles avec un calme mortel, tandis que le son des sirènes s'intensifiait. « Toi ?» siffla Richie, en jetant le sac par terre, la lumière des projecteurs de sécurité scintillant sur les liasses de billets qui s'en échappaient. J'aurais dû savoir que le grand Charles Moreau ne pourrait pas s'empêcher de jouer au détective. « Besicito de paos. »« En réalité, je faisais juste une petite étude de marché, » répondit Charles, barrant de son corps le chemin vers la clôture. « Tu n'imagines pas à quel point j'ai été surpris de découvrir à quel point certains de mes employés sont mécontents. Et
Pendant ce temps, les gyrophares bleus et rouges clignotaient de plus en plus fréquemment, les voitures de police encerclant le site. Plus loin, Charles aperçut Julie et Michel se faire menotter, tandis que Denis se justifiait avec véhémence auprès d'un inspecteur au regard sévère. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu as mis les pieds », siffla Richie d'une voix rauque. « C'est bien plus gros que ta petite concession de moto. »« Tu penses peut-être au gang de la chaîne d'or ?» intervint Charles, savourant la stupeur qui traversa le visage de Richie. « Oui, j'ai fait des recherches au café aussi, quand j'avais tous tes papiers. Tes anciens employeurs étaient tous impliqués dans des affaires de blanchiment d'argent, en trafiquant des motos. » Richie fit un mouvement brusque vers sa veste, mais Charles fut plus rapide. D'un seul coup de pied, il le déséquilibra, et Richie s'étala lourdement au sol, 2 policiers se jetant immédiatement sur lui. « Monsieur Moreau ?» l'interpella une grande femme, brandissant sa carte professionnelle. « Camille Lefebvre, agent spécial de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Cela fait des mois que nous suivons ce gang et votre intervention d'aujourd'hui a été essentielle pour les faire tomber définitivement. »« Donc, vous étiez au courant du blanchiment d'argent ?» demanda Charles, tandis qu'autour d'eux, les enquêteurs procédaient au relevé et saisissaient les véhicules. « Oui, » acquiesça l'agent Lefebvre. « Le gang de la chaîne d'or utilise diverses entreprises de motos comme couverture depuis des années. Ils envoient des équipes, comme celle de Richie, pour mettre en place le système de vol et de blanchiment, puis ils disparaissent avant que quelqu'un ne se doute de quelque chose. Ce que nous ne savions pas, c'est où ils allaient frapper la prochaine fois, jusqu'à ce que vous alertiez la police. » Des cris se firent alors entendre du côté de l'entrepôt. Michel résistait à son menottage et criait désespérément que Charles était aussi dans le coup. « C'est intéressant, » nota calmement l'agent Lefebvre, étant donné qu'ils étaient sous surveillance depuis des mois, et rien n'indique que M. Moreau y soit mêlé. Michel se tut alors et remarqua que Denis fixait son téléphone, blême comme la mort. « Les numéros de compte » balbutia-t-il en tremblant. « Tout est là. » Les hommes de l'agent Lefebvre saisissaient déjà l'appareil et Denis craqua à cet instant. Charles regarda la scène, abasourdi, mais un lent soulagement l'envahit. Sa concession était en ruine, mais au moins il savait qui étaient ceux qui la rongeaient de l'intérieur. Et il pouvait maintenant être sûr de repartir sur des bases saines. « Tout le réseau ?» dit Denis, abattu. « Richie m'avait promis que si jamais on se faisait prendre, je pourrais me sauver avec ça. »« Laissez-moi deviner. » s'approcha Charles, la voix glaciale. « Richie vous a convaincu que j'étais derrière tout ça? Qu'il ne faisait que suivre les ordres du patron? » Le misérable hochement de tête de Denis confirma tout. D'un coup, le tableau se dessina. L'équipe de Richie ne se contentait pas de voler des motos, elle rassemblait aussi sciemment des preuves pour, en cas d'arrestation, faire porter le chapeau à Charles. Chaque transaction, chaque faux papier était monté de manière à faire apparaître le propriétaire comme le coupable en coulisses. « Une combine d'assurance classique », expliqua l'agent Camille Lefebvre, qui représentait l'Ocelcio. Le gang crée généralement un dossier de preuves pour accuser le propriétaire de la concession s'ils sont démasqués. La plupart des propriétaires préfèrent plaider coupable plutôt que de risquer une longue peine. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le propriétaire lui-même aille enquêter en personne et sous couverture, ajouta Charles, comprenant maintenant pourquoi son infiltration avait si bien fonctionné. Le gang se concentrait sur l'enquête officielle des autorités et n'avait jamais imaginé que le dirigeant de l'entreprise lancerait sa propre investigation. Julie fut la dernière à être emmenée devant lui. Son attitude aimable de vendeuse avait disparu, remplacée par une froide détermination. « Vous savez ce qui est le plus drôle ?» s'arrêta-t-elle un instant. « Si vous n'aviez pas été aussi maniaque avec la satisfaction client, demain matin, nous aurions tous disparu d'ici avec de nouvelles identités. »« Ce n'est pas drôle, » répondit Charles à voix basse. « C'est juste triste. » Alors que la dernière voiture de police s'éloignait avec les criminels menottés, Charles, debout dans la cour de service vide, mesurait l'étendue des dégâts. L'agent Lefebvre s'approcha de lui avec un dossier volumineux. « Nous aurons besoin de votre aide pour répertorier ce qui a été emporté, » dit-elle d'un air sérieux. « Et vous savez, le gang pourrait essayer de se venger, c'est pourquoi nous pouvons vous assurer une protection. »
Non, merci, trancha Charles, une idée soudaine lui venant à l'esprit. J'ai un meilleur plan pour qu'ils n'essaieront plus jamais quelque chose comme ça. Il sortit son téléphone et chercha le numéro du service de presse. Dès le lendemain matin, toute la région Grand West apprendrait comment Motos Moreau avait aidé l'OCLCO à démanteler une vaste organisation criminelle. Ainsi, le gang ne risquerait pas de s'attaquer de nouveau à lui. Charles l'appela l'agent Lefebvre avant qu'il ne rejoigne sa voiture. Juste par curiosité, pourquoi avez-vous décidé d'enquêter personnellement au lieu d'engager des professionnels? Charles leva les yeux vers l'enseigne au néon bleu de la concession qui brillait obstinément malgré les événements. Parfois, la seule façon de protéger ce que vous avez construit est de revenir à la manière dont vous avez commencé, répondit-il doucement. 3 mois plus tard, Motos Moreau vibrait d'une énergie nouvelle. La lumière du soleil matinal traversait les fenêtres fraîchement installées, recouvertes de verre intelligent. Cette amélioration de la sécurité faisait partie d'un système de protection moderne qui élevait la sécurité de la concession à un nouveau niveau, tout en conservant une atmosphère conviviale. Charles se tenait au milieu du showroom, observant un jeune couple admirer une Triumph Street Triple. La femme en selle, l'homme prenant des photos, tous deux souriant avec excitation. C'était exactement la raison d'être de la concession. Pour l'enthousiasme authentique, les affaires honnêtes et la pure joie de la moto. « Monsieur Moreau » fit une voix familière derrière lui. Il se retourna et Camille Lefebvre s'approcha. Elle était désormais la directrice du service de sécurité. Après la descente de police, tout le monde avait été surpris que l'agent accepte l'offre d'emploi et, abandonnant son insigne, veuille révolutionner la sécurité de la concession dans le secteur privé. Voici l'audit trimestriel actuel, lui tendit-elle la tablette avec un léger sourire. Je pense que vous serez satisfait. Charles parcourut les rapports et hocha la tête avec satisfaction. Chaque moto était à sa place, chaque transaction transparente, les protocoles fonctionnaient parfaitement. Plus important encore, les indicateurs de satisfaction client atteignaient des sommets inégalés. Le programme de suivi a dépassé toutes les attentes, poursuivit Camille, alors qu'il se dirigeait vers l'entrepôt désormais entièrement réaménagé. Tous les modèles haut de gamme sont équipés d'un traceur GPS caché que seul celui qui sait exactement où chercher peut trouver. Et le système d'authentification basé sur la blockchain rend impossible la falsification des titres de propriété. En chemin, ils passèrent devant l'atelier de réparation qui ressemblait davantage à un laboratoire de haute technologie qu'à un garage traditionnel. Chaque outil était suivi numériquement. Chaque réparation faisait l'objet d'une documentation vidéo. Et toutes les pièces étaient acquises via une chaîne d'approvisionnement sécurisée. Mais le meilleur, sourit Camille, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Lyon. Vous vous souvenez de ces voleurs imitateurs qui voulaient arnaquer la concession Pacific Motors? Avec la même méthode qu'ils ont essayé ici? Eh bien, ils ne sont pas allés bien loin. Charles rit, se souvenant du reportage qui racontait comment les voleurs étaient tombés en plein milieu d'une opération d'infiltration, grâce au nouveau système d'alarme qu'il avait aidé à développer entre les différentes concessions. La porte de l'entrepôt s'ouvrit avec un léger sifflement, révélant des rangées de motos impeccablement alignées, toutes sécurisées par les serrures les plus modernes. Charles, cependant, prêta plutôt attention à un petit groupe qui suivait une formation d'introduction dans un coin de l'entrepôt. « Bonjour à tous !» leur lança-t-il, déviant de son itinéraire initial pour s'approcher. Une vague d'excitation et une légère incertitude parcoururent les visages frais. Il s'agissait de plus que de nouveaux employés. Ils étaient les nouveaux membres du programme Seconde Chance. Comme vous l'avez sans doute entendu, cette concession a une histoire particulière, commença Charles en désignant les lieux d'un geste circulaire. Il y a 3 mois, nous avons démantelé une organisation criminelle ici même, dans cet entrepôt. Nous ne pouvions pas laisser cela nous définir. Nous en avons plutôt tiré des leçons. Il leva la main, indiquant les solutions de sécurité plus modernes et les murs transparents. Tout ce que vous voyez sert à protéger notre stock et à maintenir la confiance de nos clients. Mais l'élément de sécurité le plus important n'est ni la caméra ni le traceur. C'est vous. Il les regarda tous sérieusement. Les membres du groupe se redressèrent, sentant le poids des mots.
Ils étaient tous des personnes soigneusement sélectionnées, désireuses d'avoir une chance de mener une vie honnête et, malgré leurs faux pas passés, quelqu'un avait cru en eux. « Monsieur Moreau » intervint un jeune homme nommé Jacques. Il avait été arrêté auparavant lors de courses de rue et avait purgé 6 mois pour des rodéos illégaux. « Merci de nous faire confiance. » Charles sourit avec encouragement, se souvenant de sa propre jeunesse, des erreurs dont il avait appris. « La confiance se mérite, » répondit-il. « Mais tout le monde mérite une chance de prouver qu'il en est digne. » Presque comme un signal, le vrombissement d'un moteur retentit alors dans l'entrepôt. Quelqu'un essayait un nouveau modèle, et le rugissement du moteur emplit l'espace d'une joie sincère. Camille se tourna Charles vers sa responsable de la sécurité. « Que diriez-vous d'avancer le lancement du projet Renaissance ?» Les yeux de la femme s'arrondirent. « Vous pensez au programme communautaire ? Nous avions prévu au moins 1 mois de plus pour ça. » « La vie est trop courte pour reporter les bonnes idées, » répondit Charles, sortant déjà son téléphone pour envoyer un message au groupe de direction. Ce projet était sa passion personnelle. Des cours de sécurité moto gratuits, des opportunités de mentorat pour les jeunes défavorisés et une collaboration avec la police locale pour encourager une conduite moto légale et responsable au sein de la communauté. Le jeune couple qui était dans le showroom un instant plus tôt repartait déjà avec les clés d'une Triumph, le visage illuminé de cette excitation particulière que seule l'adhésion à la communauté motarde peut apporter. C'est ça, Moto Moro. Pas seulement vendre des véhicules, mais construire des relations, instaurer la confiance et partager la passion de la moto. Dans l'après-midi, la lumière du soleil projetait de longues ombres sur le sol de l'entrepôt, tandis que Charles faisait une dernière promenade dans la concession. Chaque recoin abritait un souvenir, certains douloureux, d'autres glorieux, mais ensemble, ils avaient renforcé l'entreprise. La trahison récemment vécue avait failli détruire tout ce qu'il avait construit, mais en affrontant l'obscurité, il avait créé quelque chose d'encore meilleur. « Prêt pour la réunion ?» demanda Camille en jetant un coup d'œil à sa montre. Charles hocha la tête, ressentant une profonde satisfaction. Sa concession n'était pas seulement plus sûre, elle était aussi plus florissante, plus apte au développement et renouvelée. La méfiance avait fait place à la confiance, la peur à l'espoir. « Vous savez, » dit-il alors qu'il se dirigeait vers la salle de réunion où son équipe l'attendait pour discuter des prochains objectifs. « C'est après les plus grandes tempêtes que le ciel sort le plus clair. » Il regarda ses anciens et nouveaux collaborateurs qui avançaient maintenant ensemble sur un chemin où la confiance, l'intégrité et la seconde chance n'étaient pas des mots vains, mais les fondations de quelque chose de vraiment spécial.